Eh ben, bienvenue à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous, ce soir pour cet événement. Bienvenue à l'IRIS. Ceux qui connaissent déjà l'IRIS qui sont là, bah, bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir pour cette soirée qui s'annonce, riche en échanges et en perspectives. Donc je suis Fatima Tawan, je suis journaliste à France 24. J'ai le plaisir d'animer cette soirée consacrée à une question ô combien centrale de notre époque. Face à la remise en cause du multilatéralisme, quelles alternatives pour une coopération mondiale équilibrée? Alors, vous verrez que tous les mots sont choisis et à dessein. Tout est très important dans ce titre. Nous sommes ici pour célébrer un travail collaboratif exceptionnel, le livre blanc, 10 propositions pour le futur de la coopération internationale, fruit d'un partenariat entre Expertise France et l'IRIS. Un travail qui arrive à point nommé alors que les équilibres géopolitiques, vous le savez, se recomposent et que les modèles traditionnels de coopération sont questionnés. Permettez-moi de présenter d'abord deux personnalités qui ont porté cette démarche. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, géopolitologue, géopolitologue reconnu, auteur de nombreux ouvrages sur les relations internationales et qui, depuis plus de 30 ans, analyse les mutations du monde et les enjeux stratégiques contemporains. Et puis à ma droite, Jérémy Pelé, directeur général d'Expertise France, l'agence française de coopération technique internationale, filiale du groupe l'AFD, et qui a fait de l'innovation et de la transformation des pratiques de coopération l'une de ses priorités. Merci à vous deux. Vous pouvez les applaudir, ça les encourage. Avant d'entamer le dialogue avec la salle, j'aimerais d'abord qu'on comprenne un peu la genèse et les ambitions de ce livre blanc. Jérémy Pelé, commençons par le commencement. Pourquoi avoir jugé nécessaire de proposer aujourd'hui une réflexion collective sur l'avenir de la coopération internationale et comment sont nées ces 10 propositions du livre blanc? C'est vrai. Voilà. Bonjour à tous, bonjour Fatimata, bonjour Pascal. L'origine de ce projet, en fait, il vient, comme on le disait à l'instant, du fait que nous avons, célébré il y a quelques mois les 10 ans de l'agence, et donc on s'est dit qu'il fallait profiter de cet anniversaire, pour, essayer de mettre un peu de dimension, heu, prospective, macro, d'intelligence sur nos pratiques. Moi, ce qui me frappe, c'est que, en 10 ans, l'agence Expertise France a connu un développement très fort. Aujourd'hui, on a 350 projets dans le monde. On a 1 500 personnes qui travaillent dans une centaine de pays, qui font un métier passionnant. Et on a 2 paradoxes qui pour moi me frappent très fortement. Le 1er, c'est que, on est dans un monde compliqué, apolaire, en crise, tous les jours les nouvelles sont plutôt, angoissantes. Les nouvelles géopolitiques, diplomatiques sont angoissantes et dans le même temps, ce qu'on constate nous dans notre pratique, c'est que, il y a une appétence, une envie, de tous les pays du monde en réalité pour coopérer, pour travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques, humaines, professionnelles, sectorielles. Donc il y a déjà ce premier paradoxe-là. Et il y a un deuxième paradoxe qui me frappe, c'est qu'on est, tous et toutes, et ce sera intéressant de partager ça dans la salle, une vision très noire, du monde dans lequel on vit. Et cette vision, en fait, elle correspond pas exactement à la réalité. D'ailleurs, quand, nous avons, fait l'événement de lancement des 10 ans d'Expertise France, on avait réuni tout un parterre de journalistes, et je leur avais fait un petit quiz, qui n'est pas d'ailleurs de moi, hein, qui est tiré d'un livre de Hans Rosling que vous avez sans doute lu, qui s'appelle, Factfulness et qui est intéressant parce que, il casse beaucoup d'idées reçues sur le niveau de développement réel du monde. Et du coup, sur le niveau, de développement réel de ce qu'on appelle le sud global ou,
ou quels que soient les termes qu'on emploie, qui en fait sont des partenaires qui aujourd'hui se posent exactement les mêmes questions que nous parce qu'en réalité, ils se rapprochent, voire même dans un pour un certain nombre de pays, ils nous ont déjà dépassés dans certains domaines et donc en fait, ont envie de travailler avec nous parce qu'ils ont exactement les mêmes sujets que nous. Et donc c'est tout et ça, c'est notre travail au quotidien. Mais on s'est dit, pour, essayer d'avoir une réflexion un peu prospective, on va prendre 10 thématiques, l'intelligence artificielle, l'autonomisation, des femmes, l'éducation, de, la jeunesse mondiale, et cetera, le sport durable, et on va, demander à un think tank, un institut de recherche, professionnel, avec des chercheurs de très grande qualité, bah, de nous aider à réfléchir avec nous pendant plusieurs mois. Merci à Didier Billon, merci à toute l'équipe, de chercheurs de nous avoir accompagnés, heu, pendant et d'avoir mis en écho, une réflexion de recherche avec, le caractère opérationnel, de notre activité au quotidien et d'ailleurs, on a profité de l'événement qu'on a fait pour nos 10 ans, qui est en ligne pour tous ceux qui aimeraient le revoir, pour, mettre en relation, les chercheurs de l'IRIS avec les ministres, avec, les organisations internationales, avec les organisations de la société civile, avec nos experts pour justement nourrir, ce fantastique travail, qui est aujourd'hui ce qu'on vous présente, les 10 propositions pour le futur de la coopération internationale et dont je suis, très content de, pouvoir vous le présenter, aujourd'hui avec, Pascal Boniface. Merci, Jérémy Pelé, Pascal Boniface. Justement, ce besoin de ce dialogue, en tout cas entre, vos 2 institutions, ça pose aussi la question d'évoluer peut-être de faire évoluer un peu le regard critique, hein, qu'on doit avoir, sur les pratiques de la coopération internationale. Ça résonne particulièrement avec les analyses géopolitiques que développe l'IRIS. Quelles sont les raisons, de votre côté, qui ont décidé l'IRIS, un institut, stratégique, à répondre à la sollicitation d'une agence publique comme, Expertise France pour la rédaction de ce livre blanc? Bah, tout d'abord, merci à Jamie Pelé et à son équipe de la confiance qu'ils nous ont accordée. C'est pas toujours évident, de faire confiance dans une think tank et merci aussi du respect des libertés des chercheurs. Il y a une agence officielle et un think tank indépendant, donc c'est pas tout à fait la même catégorie et je crois qu'on peut, souligner le respect mutuel du fait qu'on a été en aucun cas, bridé dans la réflexion, bridé dans l'élaboration et que c'est un véritable partenariat et sur un plan égalitaire. Nous, à l'IRIS, on a la particularité dans cet amphithéâtre d'être à la fois un think tank et une école, donc on doit former. On a aussi un objectif de formation de nos étudiants. D'ailleurs, à Expertise France, il y a parmi des anciennes étudiantes qui travaillent là-bas, ce qui nous rend très, très heureux. Et au fur et à mesure des missions que l'on fait, on est très heureux de voir nos anciens étudiants. Et on n'a jamais eu l'idée de faire un think tank qui était dans la réflexion purement théorique. On essaye d'être dans le concret, non pas l'action, parce que nous, on n'est pas des acteurs politiques, on est des observateurs, mais on essaie d'observer le réel, pour notamment donner un avis, pour pouvoir, le modifier positivement et d'avoir un avis critique, mais au sens général du terme, pas au sens, le plus souvent commis. Disons, avoir une évaluation des situations, de ce qui se passe, pour tenter de proposer des solutions. Et donc lorsque un acteur politique, diplomatique et économique comme Expertise France fait appel à nous, c'est forcément valorisant et c'est motivant pour les équipes parce que là, on est dans le concret. On n'est pas uniquement dans le jus de cerveau, on est vraiment et puis on a beaucoup aussi à apprendre de cela pour, nos étudiants, pour nous-mêmes, pour nos chercheurs. C'est très formateur de voir quelles sont les exigences concrètes de l'action publique. Quelles sont les difficultés réelles quand on est sur le terrain, qui ne sont pas toujours les mêmes que lorsque l'on voit de façon purement théorique et je pense que c'est un enrichissement mutuel parce que on en parlait un peu en aparté avant, cette table ronde. C'est vrai qu'il y a des difficultés, de perception de la France et qu'il ne faut pas être dans le déni de réalité sur ce point. Si on veut modifier cela, on peut dire: «Ça n'existe pas, ils se trompent et on va continuer comme avant» et le fait justement cette démarche commune, c'est l'alliance d'un opérateur, d'un acteur public et d'un think tank
dont les approches différentes peuvent permettre beaucoup plus facilement de trouver des réponses opérationnelles rapides parce que personne ne reste dans son silo. On n'est pas dans notre à mouliner dans le même silo, on apprend chacun l'un de l'autre et je crois que c'est la bonne méthode d'être dans une ouverture. Et effectivement, au moment où les grands acteurs internationaux remettent de plus en plus le thème même de la coopération, eh bien, la France a un rôle d'autant plus important à jouer dans ce domaine. Il y a une très grande tradition de coopération pour des raisons historiques en France. Il y avait même un ministère de la coopération. Bon, c'était un autre temps, Oui. mais disons qu'on peut très bien continuer la coopération tout en la changeant de sens par rapport à d'autres époques. Mais il est encore plus important que jamais, d'une part, de renouveler la coopération française par rapport à des défis nouveaux qui sont posés, par rapport aussi à des perceptions nouvelles qui sont posées, puisque entre le monde occidental et le sud global, c'est plus tout à fait les mêmes rapports. Et donc, il y a une réflexion théorique, mais il faut voir dans la pratique comment cette réflexion peut se nourrir. Et puis aussi de répondre aux défis de ceux qui ne croient plus à la coopération, pour montrer qu'elle est non seulement utile, mais toujours indispensable et qu'il n'y a pas tellement d'alternatives. C'est que le monde n'irait pas mieux s'il y avait moins de coopération internationale, qu'il faut au contraire plus de coopération entre partenaires, et le terme de partenaire, c'est-à-dire sur un pied d'égalité, dans un dialogue réciproque sur un pied d'égalité où personne n'impose son point de vue à l'autre. C'est la définition même du partenariat, mais qui souvent a été un peu biaisée dans les perceptions, parce que si nous ne réinventons pas ces partenariats, eh bien, il y aura d'une part un détachement de plus en plus important entre la France et d'autres pays, et puis on laisse la place à d'autres acteurs qui sont peut-être moins bien intentionnés, mais qui peuvent peut-être communiquer de façon plus active. Donc à nous d'être là. Ce n'est pas en quittant le terrain qu'on répond aux défis nouveaux. C'est au contraire en renforçant la présence, mais en renouvelant peut-être la coopération. On en parlera, un petit peu, de cette question-là. Pourtant, la rencontre, entre 2 univers, entre vos 2 univers était pas évident, hein, entre l'opérationnel et la recherche stratégique. Heu, Comment ce partenariat avec l'IRIS a-t-il permis de renouveler votre approche stratégique de la coopération, technique? Jérémy Pelé, on sait que justement ce travail, qui a abouti à ce livre blanc a pris plusieurs mois, hein. C'est pas simplement il y a eu un travail de fond et de collaboration. Mais d'abord, c'est un travail qui s'inscrit dans une volonté plus large, de faire en sorte de mieux associer le monde de la recherche avec, le monde de, la coopération. Et donc on a tout ce partenariat-là avec l'IRIS. On a aussi de plus en plus, dans de plus en plus de projets, des composantes avec d'autres instituts de recherche, je pense à l'IRD notamment, mais d'autres aussi pour travailler des aspects plus, on va dire plus directement liés au projet, mais qui sont importants parce qu'ils donnent, de la profondeur à notre, ensuite à notre action. Donc c'est un cadre plus général. Il est absolument indispensable parce que ça a été dit par Pascal Boniface, on est dans un monde, où il faut réinventer les termes du débat et où en réalité, notre pratique a déjà bien évolué et elle est déjà bien, au-delà, des termes qu'on continue à employer. Nous sommes dans un monde où en 2025, on continue à mesurer ce qu'on appelle l'aide publique au développement, avec des critères définis par l'OCDE et cetera. Termes qu'on n'aime pas beaucoup, Expertise France et au sein du groupe AFD, aucun des termes d'ailleurs, on n'aime pas, ni aide, ni public et développement, c'est la question se pose de ce qu'on entend derrière. Mais, une fois qu'on a dit ça, et c'est pour ça qu'on a intitulé notre travail commun, sur une coopération internationale équilibrée, bah, il faut essayer de voir ce qu'on met derrière et en fait, pour voir ce qu'on met derrière, il suffit de regarder ce qu'on fait, la manière dont on le fait. Moi, aujourd'hui, je considère que la coopération, ce n'est pas de l'aide. Ça ne l'est d'autant moins qu'à Expertise France, à la différence d'ailleurs de notre maison mère AFD, on n'est pas du tout limité au champ des pays en développement. Il se trouve que moi, je travaille aussi avec l'Australie, le Japon,
les États-Unis. Donc quelque part, ou l'Europe, au sein même de l'Union européenne. Donc il se trouve que moi, cette notion déjà cette notion de pays en développement, pays développé, pour moi, elle a pas plus beaucoup de sens en réalité. Ça, c'est le 1er terme. Et quand on travaille en fait avec un continuum de pays, parce qu'on travaille aussi parfois avec, tout un tas de pays qui ont les mêmes problématiques. Pensons, aux sargasses, sur le champ de la biodiversité dans les Caraïbes. Pensons à, la sécurité maritime, dans l'océan Indien. En fait, vous avez des tas de pays qui sont très différents et qui pour autant, comprennent très bien leur intérêt à travailler ensemble et d'ailleurs à travailler aussi avec l'Europe. Donc dans ce champ-là et dans un contexte où quand même, Pascal Boniface l'a dit, heu, l'année 2025, heu, va voir disparaître 60 milliards de dollars d'aide publique au développement sur 240 en une seule année, par le retrait quand même de 2 tiers, du fait du retrait de la coopération américaine et quand même pour un tiers par la réduction aussi de la coopération européenne, hein. Donc il faut quand même, on est quand même dans un contexte qui est compliqué. Il y a un véritable mouvement de recul international. Et donc qui est quand même, frappant, alors que dans le même temps, on a une conscience mondiale, qui, prend de l'ampleur sur le fait que sur des thématiques, planétaires, on pense évidemment au climat ou aux pandémies, mais il y en a bien d'autres. On a besoin d'avoir une réponse, mondiale ou parfois plus simplement régionale, voire bilatérale parce qu'au fond, on se heurte, aux mêmes difficultés, que ce soit à Abidjan, à Lima, ou ailleurs. Et donc c'est l'intérêt de ce travail commun, c'était de faire en sorte de mettre, un peu de perspective pour se dire, voilà, sur un certain nombre de thématiques qui sont les thématiques sur lesquelles on travaille, comment est-ce qu'on peut, redéfinir les termes de cette coopération qui doit être équilibrée dans le sens où on doit tous en tirer quelque chose et on en tire tous quelque chose évidemment et on a des intérêts, on a tous des intérêts. Ça, je pense qu'il faut aussi les assumer. On a des intérêts à coopérer qui peuvent être différents, qui peuvent être aussi multipolaires parce que, c'est une réalité. On a des pays qui, cherchent à avoir des partenariats différents. Quand vous êtes, un pays, du sud-est asiatique, vous ne pouvez pas ne pas coopérer avec la Chine, parce que c'est votre très grand voisin et il va rester votre très grand voisin pour les siècles à venir. Mais en même temps, vous n'avez pas forcément un grand intérêt à être trop dépendant de lui. Donc vous pouvez vous tourner vers les Américains, mais si les Américains en ce moment, ils sont Bon, moi, enclin à coopérer avec vous, vous pouvez aussi vous dire que finalement, les Européens, c'est pas si mal, et qu'on peut avoir, un intérêt à travailler avec vous. Donc voilà, c'est cet environnement-là qui est en réalité plus complexe que la vision qu'on en donne, souvent qui est intéressante et travailler avec un think tank comme l'IRIS, et avec sa notoriété, sa capacité d'écho, évidemment, c'est important pour nous. Pascal Boniface, Jérémy, Pery l'a dit, et on est tous d'accord, hein, le monde change, le monde, voilà, et on est dans un monde plus apolaire que jamais. Heu, la grille de lecture, multilatérale héritée de 45 dans laquelle, tout le monde s'était un peu habitué, est profondément remise en cause, aujourd'hui. Quelles sont les conséquences, en tout cas celles que vous voyez sur, notre analyse des relations internationales? Je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, rebondir sur ce que vient de dire Jérémy sur les intérêts. Pendant très longtemps, on n'a pas osé en Europe parler d'intérêts. C'était un mot tabou, c'était vraiment quelque chose et du coup, il y a eu une série de soupçons. L'insistance, avec lequel François Hollande disait qu'on n'avait aucun intérêt à intervenir au Mali, a fait que tout le monde s'est dit: «C'est quoi l'intérêt caché? S'il n'en parle pas, il doit y avoir un intérêt caché parce que personne n'agit sans intérêt». Évidemment, personne n'agit sans intérêt. On n'est pas, tout le monde a un intérêt et je pense que mais il y a des intérêts qui sont légitimes, il y a des intérêts qui sont illégitimes, des intérêts qui sont légitimes, il y a des intérêts qui sont compatibles surtout.
Et donc, je crois qu'on a intérêt à mettre sur la table nos intérêts. On a intérêt à ce que l'Afrique se développe, par exemple. On ne le fait pas pour eux. Et quand Kennedy avait créé USAID, c'était pas dans l'intérêt des pays du tiers-monde, c'était pour contrer l'influence soviétique. Donc, arrêtons de dire que nous n'avons pas d'intérêt parce qu'on ne sera pas cru, parce que d'une part, c'est pas vrai, et qu'une fois encore, les intérêts peuvent être légitimes, peuvent être compatibles avec les intérêts des autres. Il y a effectivement des méthodes qui sont gagnant-gagnant. Alors, pour répondre à votre question sur les pôles, alors je pense que certains rêvent d'un monde unipolaire, pas d'un monde apolaire, mais d'un monde qui serait redevenu unipolaire, qui est une illusion, parce que dans un monde globalisé, ça ne peut pas être. Je crois qu'on est face à une remise en cause du concept même de monde occidental. Le monde occidental tel qu'il existait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc une protection par les États-Unis des pays européens contre le menace de la Russie, n'existe plus, puisque les États-Unis sont prêts à s'entendre avec la Russie sur l'autre dos, et que des membres fondateurs des pays de l'OTAN, comme le Canada et le Danemark, voient leur intégrité territoriale être menacée par celui qui était censé les protéger. Donc c'est vraiment une révolution une révolution très rapide avec la négation par le chef du monde occidental de l'existence du monde occidental. Donc c'est là, il ne faut pas qu'on soit dans le déni de réalité. Et alors, la crise, c'est à la fois risque et opportunité. Donc il y a un risque Oui, de toute quelle est évidence. l'opportunité? Et l'opportunité, bah, c'est que les projets français longtemps moqués, longtemps relégués à l'arrière-plan d'autonomie stratégique européenne, C'est la défense. deviennent, de la ligne diplomatique, deviennent, qui étaient présentés soit comme des illusions, soit comme des concepts dangereux, parce que ça risquait de nous séparer, de mettre une distance avec les États-Unis. Mais il n'y a pas de distance à mettre. Ils nous ont dit ils nous ont donné nos 6 jours, comme on disait auparavant, donc 30 jours. Donc il faut bien qu'on ait été foutus à la porte. Il faut bien qu'on venaille vers cette autonomie. Alors, c'est pas encore perçu par tout le monde, il y a encore des résistances, il y a encore des délits de réalité, mais c'est une opportunité pour le faire, mais à condition de le faire justement en mettant en avant ce que l'on reproche aux États-Unis, on ne veut pas le faire nous-mêmes. Il y a aussi un défi sur les valeurs, sur ce discours-là, mais en tous les cas, on est face à une recomposition totale de la façon dont nous avons vécu, avec d'une part une remise en cause des Nations Unies, du multilatéralisme, du droit international. Alors, il n'a jamais été totalement respecté, il ne faut pas avoir d'illusions. Mais là, disons que la différence, c'est que maintenant, la violation du droit, elle est revendiquée. Auparavant, on trouvait un habillage quand même, ouais, un habillage pour dire non, non, mais c'est pas là, c'est revendiqué, je me fous du droit international, OK. ça n'existe pas, il y a que la puissance qui compte. Ouais. Et donc, par rapport à ce qu'est l'Europe, qui justement a fui les politiques de puissance qui ont conduit à des catastrophes majeures, il faut à la fois qu'on réhabite aux intérêts, mais qu'on revoie un peu ce qu'est la puissance et qu'on trouve une géographie nouvelle. Et là, justement, par des coopérations. Par des coopérations, parce que c'est pas la France seule qui le fera. Et donc, il faut retrouver des nouvelles coopérations par rapport à ce défi énorme d'une Russie agressive, des États-Unis, disons, tout simplement impériaux, et d'une Chine qui est à la fois, pour reprendre ça, à la fois un partenaire et un compétiteur. Et donc, c'est vraiment toute une politique de coopération qu'il faut remettre à plat, parce que il y a quand même un pan entier sur lequel on s'appuyait depuis 80 ans qui vient de s'écrouler. Comment vous expliquez, l'inaction ou en tout cas la lenteur de la prise de conscience des partenaires européens, là sur l'organisation, notamment sur la défense commune dont on a parlé, on s'était Ah, est-ce que vous avez été fumeuse? jamais, D'accord. mais pas une seule, hein. Pour ceux qui sont fumeurs, sortir de la dépendance à la nicotine est vraiment très Ah, c'est ça, lourd, vraiment c'est très pour dangereux. ça. Nous avons une dépendance stratégique par rapport aux États-Unis et il est Pas très facile. difficile de sortir de cette dépendance. Donc, et on n'a pas encore trouvé le bon patch pour sortir de cela. C'est ça, Donc, il faut qu'on faut sorte pas de cette, fumer en plus. il faut qu'on sorte de cette dépendance parce qu'on est depuis, disons, 49, on est dans une dépendance. Et depuis 45 en réalité, depuis depuis le containment, on est dans une dépendance à l'égard des États-Unis qui façonne les esprits, qui façonne les réflexes. Il faut qu'on sorte de cette dépendance et sortir des dépendances au tabac, au chocolat blanc ou au crack est très compliqué. Ah d'accord, je me reconnais J'ai sur le tenté le chocolat. chocolat blanc, mais pas les autres. Chocolat noir. Je vous rejoins là-dessus. Jérémy Pellet, vous l'avez redit, on l'a dit en préambule, tous les mots sont choisis, sur ce livre blanc et on pense particulièrement à coopération plus équilibrée, qui est très important. Concrètement, que signifie cette expression dans vos pratiques, quotidiennes? Quelles sont les ambitions justement d'Expertise France pour répondre à tous ces défis-là?
D'abord, ça veut dire avoir un comportement, une posture, une manière de travailler nos projets qui est différente, sur, une posture qui soit pas en surplomb, qui soit dans le partage, le diagnostic commun, la mise en œuvre commune, de solutions. Donc ça c'est le premier élément. Qui soit ensuite, et Pascal Boniface l'a rappelé, qui soit ensuite, solide sur ses valeurs, parce qu'au fond, on a un certain nombre de valeurs en partage avec, beaucoup de pays et qui tiennent, à ces valeurs-là. Aujourd'hui, c'est ça qui est quand même positif aujourd'hui. Elles n'ont pas été toutes, jetées avec l'eau du bain, et qui sont, évidemment très importantes. Ce qui nous amène, aussi à travailler, on y reviendra sur la table ronde, sur des sujets, comme, l'autonomisation, des femmes, notamment l'autonomisation économique des femmes qui est un levier de développement, absolument majeur et reconnu comme tel et sur lequel on tient évidemment à travailler à l'image d'ailleurs de l'ensemble de la diplomatie. Et sur le fait de comprendre, que, cet intérêt, commun, à travailler sur, des sujets alors le plus évident, c'est sans doute le climat puisque, le climat quelque part, il est planétaire et on voit bien que les solutions, elles sont à trouver ensemble. Elles sont d'ailleurs développées par les propres mécanismes qu'on a mis en place, hein, aujourd'hui, les crédits carbone, que vous, pouvez être amené à développer, dans le monde entier, vous pouvez les réintégrer dans votre propre trajectoire, de développement depuis l'an passé. Donc c'est tout ça, ça fait en sorte qu'on doit continuer à, ce travail, technique, humain ensemble et qui par ailleurs tisse des liens qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants, et qui sont, plus durables, enfin qui nous permettent aussi d'être des amortisseurs, aux, difficultés politiques et diplomatiques qu'on peut connaître. Nous, on a des relations avec un tas de pays dans le monde, dans lequel les relations diplomatiques sont parfois très dégradées, mais il se trouve que, on continue à travailler avec les ministères de l'éducation, avec les ministères des finances, et c'est très important parce que, bah, ce lien-là, il montre bien qu'au fond, il y a au-delà des difficultés politiques, on peut avoir aussi une conscience de la nécessité et du caractère un peu indispensable de continuer à travailler ensemble. Donc c'est ça qu'on traduit dans cette coopération internationale équilibrée, et c'est ça qu'on a tenu à mettre en valeur dans l'ouvrage qui paraît aujourd'hui. Pour conclure, Pascal Boniface, après tous ces mois de collaboration justement avec Expertise France, quel est le bilan que vous tirez? J'ai vu qu'il y avait, ce va-et-vient avait nourri, à la fois vos chercheurs, mais sur, voilà, plus global peut-être, est-ce que vous avez, quelque chose à nous dire là-dessus justement sur le premier bilan de ce Non, mais ça a été partenariat? extrêmement fructueux, j'ai aussi bien pour nos chercheurs qui sont aussi des enseignants et donc ils vont aussi transmettre ce qu'ils ont appris à nos étudiants, qui sont peut-être demain, aussi des opérateurs. Donc je crois une fois encore, il faut insister sur le caractère concret de cette coopération. On n'est pas, dans un monde irréel, on n'est pas uniquement à faire il est très facile de trouver des solutions sur le papier qui ne sont pas confrontées au réel. Il y a beaucoup trop de gens qui ont des plans de paix universels ou des plans de coopération qui n'ont jamais été vraiment concrets et je pense qu'il est tout simplement impossible aujourd'hui, c'est ce qui a fait la différence peut-être entre des centres classiques et un think tank comme le nôtre, et on n'est pas les seuls, il y a d'autres collègues qui le font, mais on veut vraiment se heurter au réel. Et dans toutes les études que l'on peut faire, on part des réalités et pas des rêves. Il faut vraiment partir des réalités, surtout si on veut les transformer. Si on veut contribuer à les transformer, une fois encore, nous ne sommes pas des acteurs. Nous, on est des observateurs et éventuellement donneurs enfin des advisors, donneurs, pourvoyeurs de solutions, de suggestions que les acteurs doivent s'approprier. Quand on travaille directement avec un acteur opérationnel comme Expertise France, on est encore plus proche de cela et donc c'est encore, notre tâche est d'autant plus facilement, faite et je me félicite, on a fait une autre coopération avec Expertise France,
dans l'océan Indien, qui a été aussi très fructueuse et je pense que c'est un bon modèle, qui est et surtout qu'une fois encore, ça respecte totalement la liberté académique, d'un institut comme le nôtre. Donc si on peut faire quelque chose qui est à la fois concret, tout en ayant cette liberté, de réflexion, je pense que c'est vraiment une méthode gagnante-gagnante et une fois encore, merci à Jérémy et à ses équipes de nous avoir fait confiance. Merci, merci beaucoup. Merci pour ces mots à Pascal Boniface et Jérémy Pelé. On attend à présent, on va passer aux questions de la salle, avant de passer à la première table ronde, justement. Alors, on a une question là-bas, à droite. Merci de vous lever pour qu'on puisse bien vous voir, et bien vous entendre. Oui, merci. J'ai une remarque question peut-être. Le budget de la coopération au développement là a été amputé de 2 milliards, alors que vous-même vous expliquez que c'est la meilleure solution pour y arriver. Contradiction. Jérémy Pelé. Effectivement, le budget de la coopération et de l'aide publique au développement a été fortement mis à contribution dans la maîtrise des dépenses publiques françaises. Ça, ce sont des choix politiques. Ça veut dire qu'il faudra faire avec les moyens qu'on nous consacre. Après, dans ce budget-là, la part euh, liée à la coopération technique, elle est relativement faible en fait dans cette enveloppe. On n'est pas un instrument qui coûtons extrêmement cher. Donc j'espère. Et par ailleurs, il se trouve qu'on mobilise beaucoup à Expertise France d'autres partenaires, l'Union européenne en premier lieu, qui est un partenaire très important. L'an passé, on a signé 450 millions d'euros de projets à Bruxelles. Alors, on fera à peu près la même chose cette année. Donc, on a aussi d'autres leviers de mobilisation. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que euh, la, la France, depuis 10 ans, a réarmé considérablement sa politique de coopération et de développement. Aujourd'hui, il faut faire un effort budgétaire dont on est tous conscients. Euh, L'équilibre qu'on espère, c'est quelque part un effort qui ne pèse pas trop sur le résultat de ces 10 dernières années, qui a quand même donné à la France une position importante. On peut penser notamment au climat, où c'est un marqueur très, très fort de la politique française à l'international, et dont on espère qu'il continuera à l'être, de même que la reprise de la coopération technique, qui est une des grandes réussites de ces 10 dernières années. Bon, peut-être on va prendre une dernière question avant de passer à la table ronde. Il y a un monsieur derrière vous qui vient d'abord. Oh, ça sera une question très simple, peut-être même. Bas, est-ce que vous pourriez vous lever? Ça ne vous embête pas? Juste. Ah oui, d'accord, il y a toute une logistique. Bah, restez assis, hein, si vous voulez. Je Alors, je vais Voilà. peut-être me présenter très rapidement. Alors, je suis Éric Gabiro. J'ai justement travaillé comme ancien expert à l'Agence française de développement, justement. Je suis ravi de savoir que vous allez travailler avec eux. Alors, ma question serait très simple. Dans un monde globalisé où nous devons avoir des enjeux communs, est-ce que il y a pas là une difficulté à réunir nos intérêts communs lorsqu'on sait qu'effectivement il y a euh, toute cette divergence de point de vue liée à des intérêts hégémoniques et donc ça me paraît un peu difficile de d'avoir un monde où la plupart des pays associent leurs intérêts communs sur des sujets tels que le climat, lorsqu'on sait effectivement qu'il y a toute une série de conflits hégémoniques. Donc, est-ce que vraiment on peut au moins s'entendre sur ce point-là? C'est vraiment juste un avis que je demande. Voilà.
Bah, oui, il est très difficile de coopérer avec les États-Unis aujourd'hui. Il est très difficile, mais justement, en même temps, l'impact de la présidence Trump a fait qu'il y a beaucoup d'États qui, au contraire, cherchent des coopérations nouvelles pour répondre à cela. Et que le coup de massue qui a été la suppression du USAID, les décisions, les violences verbales, et les annonces unilatérales de «tout ça était à moi et si vous n'êtes pas d'accord, ça va chauffer», a fait que de nombreux États disent: «Il faut vraiment qu'on renforce les coopérations parce que sinon on ne va pas s'en sortir». Donc je pense que le contre-coup, ça a été plutôt, je veux dire, la brutalité avec laquelle Trump remet en cause le principe même de coopération lui a rendu, sa noblesse et sa grandeur aux yeux de beaucoup. C'est-à-dire qu'entre autres, par exemple, c'est comme ça qu'on réouvre des liaisons aériennes entre Pékin et New Delhi qui n'existaient plus depuis des années. Donc il y a aussi ça, c'est voilà, bon, après il faut en tirer parti, s'organiser, mais je pense qu'une fois encore, ça peut être une opportunité à condition, un, d'être conscient, d'avoir les bons constats. D'où le travail d'Expertise France, que Expertise France, c'est un acteur, mais c'est aussi, tout d'abord, en fait, il y a un travail d'analyse. D'abord, on ne peut pas agir s'il n'y a pas un diagnostic précis. Donc la première chose à faire, c'est un diagnostic précis de la situation, ne pas dire: «Oh, c'est un mauvais moment, ça va passer», non. Et puis ensuite, bah, prendre en compte les décisions en conséquence d'un diagnostic qui est, valable. Merci beaucoup. Malheureusement, on s'arrête, là pour cette première partie. Réservez vos questions, hein, pour la suite. On a, une deuxième partie qui nous attend. Merci beaucoup à Pascal Boniface, merci à Jérémy Pellier qu'on va merci beaucoup. It's passé. Vous êtes là. Merci. Alors, super, installez-vous. Alors, là, on doit avoir un nouveau micro, non? Il nous en manque un, je pense. Il y en a pas un là-bas, peut-être sur, à côté de Guillaume, est-ce que vous n'avez pas un micro sur votre siège? Non? Non? Ah voilà. Là. Voilà. Bon, bah, on continue, hein. Merci, à tous. On continue avec, cette, table ronde parce que tout à l'heure, c'était un échange avec, 2 personnalités. Là, on va avoir, plusieurs personnalités. En tout, 4 personnalités. Hem Pour justement, laissez-moi vous les présenter, 4 intervenants qui incarnent chacun à leur manière cette diversité d'approches et de perspectives, que nous appelons de nos vœux là sur cette, table ronde pour une coopération mondiale équilibrée. Heu, alors je commence, hein, dans l'ordre de présence plutôt qu'autre chose, mais El Hadj, Souleymane Gassama dit Elgas. Alors ne vous inquiétez pas si on l'appelle Elgas, mais je sais que pour vous, à l'IRIS, vous savez qui c'est déjà. Chercheur associé à l'IRIS, journaliste, écrivain, docteur en sociologie, qui va nous apporter un regard critique sur les nouvelles dynamiques géopolitiques du Sud global. On voit que notre invité est déjà connecté. Marie Soulier, juste à côté, chef de mission de la diplomatie féministe et de l'éducation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui porte une vision renouvelée des relations internationales à travers le prisme de l'égalité des genres. Et Guillaume Tovron, directeur du développement de Planète Urgence, qui nous éclairera sur l'articulation entre urgence climatique et coopération équilibrée depuis le terrain. Et puis, on a la chance d'avoir en ligne Hakim Ben Armouda, qui est directeur exécutif du Global Institute for Transition, économiste et fin connaisseur des enjeux de développement des pays à revenus intermédiaires depuis la Tunisie. Merci beaucoup à vous, monsieur, de vous être connecté. On commence par Elgas pour peut-être nous aider à décrypter les mutations en cours. Vous observez les transformations des alliances internationales. En quoi la logique de multi-alignement ou de non-alignement actif pratiquée par certains États bouleverse-t-elle les alliances traditionnelles et les stratégies de coopération dont on a parlé un petit peu tout à l'heure? Merci beaucoup, chère Fatimata. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous
pour cet échange. Alors d'abord, peut-être un point lexical et un point historique. Alors, avec tout ce qu'on se prend un peu dans la figure, un peu dans le monde actuellement, l'enchaînement assez chaotique des actualités, il y a un lexique qui a émergé. Ce lexique parle très souvent de bascule, de révolution, de recomposition. Alors, j'aimerais vraiment naviguer à rebours un tout petit peu de ce courant, parce que quand on le place dans une perspective historique très, très ancienne, il me semble qu'on ne vit pas une rupture définitive et irréversible avec une nature tout à fait singulière. Si je prends un cas en particulier, c'est-à-dire le cas du continent africain. Dans le continent africain, la revisite perpétuelle des types d'accords, des types de partenariats, des types de coopération a été une logique qui n'a jamais changé. Un exemple précis, quand on voit l'arrivée, par exemple, de la Russie sur le continent et qu'on considère qu'il y a là une dynamique nouvelle, parfaitement nouvelle, d'une forme d'agression, de néocolonialisme ou de prédation, où l'Afrique est considérée comme une proie, alors c'est complètement oublié que l'URSS, en son temps, a été un partenaire de beaucoup de pays africains dans leur dynamique d'émancipation et qu'une bonne place politique africaine a été formée justement dans l'ancien bloc soviétique et que beaucoup de cette influence communiste, de cette influence marxiste a marqué des étapes justement très très fortes de formation politique à l'époque. Et si on remonte à encore beaucoup plus loin, et on est en Hexagone, on n'est même pas en Afrique, une des fédérations qui a été une fédération absolument puissante, génitrice d'une grande énergie décoloniale, c'est la FEANF, la Fédération des étudiants noirs en France, des années 50. L'association a été fondée en 1951. À l'époque, quand on regarde les manifestes, pour justement dire leur opposition au bloc colonial et pour hâter l'arrivée du temps de la décolonisation, on voit déjà à ce moment-là qu'ils se tournent vers qui? Ils se tournent vers la Chine et vers l'URSS. Donc, il me semble qu'il y a des mouvements cycliques comme ça dans l'histoire et que quand il y a des transformations en cours, des changements, il est un peu trop prématuré d'en tirer des conclusions parfaitement définitives. En somme, Trump 1 et Trump 2, ce n'est pas tout à fait la même chose. Trump 2 a monté un tout petit peu plus dans un degré très, très aigu de rupture. Et c'est vrai, Pascal Boniface l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le monde occidental tel qu'on l'a connu dans sa composition assez classique, a reçu un véritable coup, justement, une certaine forme de déstructuration très, très violente, mais rien n'indique qu'on rentre dans un mouvement parfaitement irréversible qui va continuellement changer. Parce que là, est-ce que c'est une lame de fond qui traverse véritablement les sociétés africaines ou les sociétés américaines ou l'État américain? Ou alors est-ce l'impact d'un homme, d'un conglomérat finalement d'influence d'une extrême droite bien organisée à l'assaut du pouvoir qui explique justement cette déstructuration? Il y a beaucoup de questionnements. Il me semble qu'il est important d'aller vers justement ce doute très très rationnel sur ce que l'on vit pour ne pas être dans une forme d'optique de réponse au coup à coup, parce qu'on serait dans une logique justement définitive et un peu trop tranchée. Et un dernier point qui me semble très, très important, c'est que les coopérations internationales, et surtout entre l'Occident et l'Afrique, sont marquées du sceau du passif colonial. Et qu'il y a justement cette part incompressible, d'une certaine manière, que ni la coopération, ni les relations diplomatiques n'arriveront tout à fait un jour à désinstaller. Et on aura sans doute le temps, au gré de la discussion, d'y revenir, mais en regardant, justement, on a entendu Expertise France, en voyant aussi le champion de lexique à l'AFD, également sur les termes comme l'aide publique au développement et ainsi de suite, on voit qu'il y a cette réalité qui est une réalité qui semble inextricable. Alors, l'appel à la prudence, en tout le mois à repenser en tout cas, nos approches. En quoi vous, Marie Soulier, une approche féministe de la coopération permet-elle de recréer ou de créer des partenariats de réciprocité? Normalement, ça doit être déjà être allumé, Oui, ouais, voilà. merci pour la question. Bonjour à tous et toutes. Effectivement, c'est pas 2 mots qu'on voit souvent accolés, coopération et féminisme. C'est, non plus pas un terme qui est très, très ancien, je parle sous contrôle, dans la coopération internationale.
Et donc ça illustre bien tout ce qui a été, décrit aujourd'hui, un monde, traversé par des nouveaux rapports, de pouvoir, mais aussi un multilatéralisme, qui change à certains égards, qui s'adapte, qui évolue. Je reviens rapidement sur l'approche féministe et notamment sur l'émergence de ce terme et du concept de diplomatie féministe parce que depuis environ 10 ans, la Suède a été, précurseur. Heu, Ça a été le premier pays à lancer une diplomatie féministe. Qu'est-ce que c'était, pour eux et pour l'ensemble des pays qui s'en sont dotés aujourd'hui? C'était, je le fais à grands traits, mais intégrer l'égalité de genre et les droits des femmes et des filles dans l'ensemble de la politique extérieure. C'était reconnaître qu'on avait besoin de travailler, sur 3 angles: les droits des femmes et des filles qui étaient évidemment loin d'être acquis, la représentation, des femmes et leur place dans toutes les sphères de décision et les ressources aussi, l'accès aux ressources pour, leur permettre, de développer les organisations féministes et de lutter contre les violences. Depuis, 2014, on a une quinzaine de pays qui ont rejoint, ce concept et qui se disent porter une diplomatie féministe. En 2019, la France a été le quatrième pays après le Canada et le Luxembourg. Aujourd'hui, on compte l'Espagne, le Mexique, la Colombie, le Chili, le Liberia, la Slovénie, la Mongolie, la Bolivie, entre autres. On avait aussi, bon, l'Argentine, mais alors ça a un petit peu changé, je vais y revenir, l'Allemagne et les Pays-Bas. Heu, Pourquoi je fais ce parallèle, enfin ce détour? Parce qu'effectivement, quand on a commencé à parler de diplomatie féministe, ça nous a amené à, repenser notre méthode de travail et qu'est-ce que c'était d'intégrer, à la fois les droits des femmes et l'égalité de genre dans notre politique extérieure et plus non seulement, dans ce qu'on appelle, ce qu'on n'aime pas appeler, mais qu'on appelle toujours l'aide publique au développement ou les investissements solidaires ou les partenariats internationaux, mais penser à la fois une approche plus transversale, c'est-à-dire intégrer vraiment ces enjeux dans l'ensemble de la politique extérieure, de la sécurité et défense, aux enjeux climatiques, aux enjeux de santé, aux enjeux de culture et j'en passe, éducation. Et puis c'était, aussi travailler sur une méthode différente. Et donc la France s'est dotée en 2019 de cette diplomatie féministe et récemment, là, en 2025, on a, lancé notre nouvelle stratégie, 2025-2030 qui définit pour la première fois ce que c'est, la diplomatie féministe un petit peu, à la On est intéressé là. à la française. Alors, c'est effectivement, intégrer, ce que comme je viens de dire, hein, le genre et l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de notre politique étrangère. Mais ça se base aussi sur 5 piliers, donc la défense des droits et libertés et on le sait que trop dans ce contexte de backlash, on en a, de backlash et de contexte, de retour des conservatismes et de mouvements anti-droits qui sont très forts. On a besoin de réaffirmer ces droits élémentaires et de rappeler que les droits des femmes et des filles sont des droits universels, des droits humains inaliénables. La participation à la représentation des femmes dans tous les processus de décision, elles sont que trop peu nombreuses, vous le savez. La lutte contre toutes les formes de violence, l'accès égal aux ressources, donc on a repris tout ça, et la méthode féministe. Et donc pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait en fait que porter une diplomatie féministe, c'est créer des partenariats de réciprocité? Je vais répondre en quatre points. C'est des partenariats de réciprocité, d'abord parce qu'il y a pas une définition unique de ce que c'est la diplomatie féministe et c'est des pays qui, à un moment, ont envie de mettre ce sujet au cœur de leur diplomatie et comme vous l'avez vu dans ma liste, c'est absolument pas que des pays, dits, du Nord, mais on a aussi une grande influence des pays d'Amérique latine. Il y a un pays, qui est, qui s'est déclaré intéressé en Afrique, en Asie. Donc c'est pas un concept, du Nord, c'est des pays et ça a créé de nouvelles alliances. Donc là, on est dans la réciprocité parce que on n'a pas, d'exigence à penser de la même façon, ce que c'est la diplomatie féministe. 2, comme je le disais, c'est une méthode et en fait, c'est une méthode de travailler, différemment, de s'astreindre justement à déconstruire, à reconstruire, à se questionner. Et pour cela, c'est accepter, d'écouter notamment, les autres acteurs, pas que institutionnels et notamment les acteurs de la société civile qui nous ont beaucoup aidés, et notamment les organisations féministes à penser notre action en déconstruisant
déconstruisant un petit peu certains réflexes qu'on pouvait avoir, en travaillant plutôt sur les, besoins des organisations féministes, si je prends cet exemple, plutôt que à vouloir absolument, calquer et dire: «Ah, on a envie de faire un programme sur, l'autonomisation économique, alors, ben, on va lancer, ça». Non, c'est plutôt partir aujourd'hui, des besoins des organisations féministes et répondre à leurs besoins. Un autre point que je voulais évoquer, c'est qu'effectivement, on n'est pas toujours d'accord et sur les enjeux de genre, vous savez ô combien, le contexte est polarisé, mais travailler, avec une approche féministe dans un partenariat, de réciprocité, c'est créer de nouvelles alliances et c'est aussi dans les instances multilatérales où on fait face à des reculs, créer, des nouvelles connexions pour défendre ses droits. Et puis, c'est aussi, d'avoir, je dirais, une approche constamment renouvelée et faire évoluer notre posture et faire, Jérémy rappelait la question de la posture et je suis très sensible à ça et je reprends ce terme et aussi faire évoluer nos approches. On a aujourd'hui une stratégie sur les droits humains, une approche par les droits. Parce qu'avant de parler d'autonomisation, effectivement, la première chose, c'est parler des droits des femmes et reconnaître que pour nous, c'est une valeur cardinale. Et puis, j'ai un exemple sur ça, quand on a commencé à parler des droits et santé sexuelle et reproductive, donc tout ce qui est lié, au droit à l'autonomie corporelle des femmes, au droit, à l'accès à la contraception, notamment. On avait une approche très démographique, hein, c'était la tendance dans les années passées et on a vraiment fait évoluer cette posture pour aller vers une posture fondée sur les droits. Donc, il n'est pas question de choisir ou de donner quelques leçons que ce soit sur le nombre d'enfants, sur la volonté ou non d'avoir des enfants, mais simplement de mettre à disposition, quand c'est demandé et quand c'est souhaité, un service de santé, de qualité. On reviendra dans les détails avec vous, Marie-Soulis. J'aimerais qu'on entende, Guillaume Tovron. Heu, il y a aussi, évidemment une urgence, climatique. Il y a une question, comment, construire des alliances de coopération plus équilibrées face à cette urgence, tout en valorisant les solutions locales? Je rappelle que vous, justement, à Urgence Planète, vous êtes, sur le terrain, tout simplement. Oui, je vous remercie de me donner la parole et justement de témoigner de la réalité du terrain. Je pense que c'est très intéressant. Pour resituer, Planète Urgence, c'est une ONG de solidarité internationale qui va viser la préservation et la restauration des forêts les plus importantes et bien souvent les plus attaquées de la planète. Ça, c'est notre mission. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réalité, les communautés locales, qu'on appelle les communautés locales, des pays du Sud global, finalement, sont au carrefour, de l'ensemble des composantes fondamentales de l'urgence climatique. Heu, on va parler d'adaptation au changement climatique. Les communautés locales sont, en première ligne de cette réalité du changement climatique. Nous, on le voit tous les jours sur nos terrains d'intervention. C'est une réalité. On parle d'atténuation du changement climatique et donc, de puits de carbone mondiaux. Et puis les communautés locales des pays du Sud global, finalement, sont au cœur de ces puits de carbone mondiaux. On parle beaucoup des écosystèmes forestiers. Finalement, ils sont toutes, c'est que toutes ces forêts sont, dans la bande tropicale. Finalement, ce sont les importantes, en fait, pour la régulation du climat. Et enfin, quand on parle de climat, on parle de biodiversité. 2 thématiques qui sont, réellement liées et on voit que finalement les points chauds de biodiversité, les fameux hotspots, sont quasiment tous, dans les pays du Sud global. Donc en fait, penser des solutions sans intégrer, de facto et dès leur, conception les communautés locales, c'est nécessairement aller dans le mur. Hem et donc, bien souvent, on voit des projets qui, ne réussissent pas à porter des impacts, peut-être à court terme, oui, mais à long terme, non. Et c'est vraiment, je pense, lié à cette question de posture qui était, positionnée par Jérémy Pellet, justement sur, comment est-ce qu'on va, designer un projet? Comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? Et donc en fait, là, une coopération internationale équilibrée, c'est une coopération qui va créer les conditions de mise en œuvre de ces solutions et non pas les remplacer. Donc on est dans une logique de, justement de coopération et pas de substitution. Et je pense qu'il y a un shift qui s'est fait, qui continue à se faire,
et qui n'était pas la réalité de la coopération internationale il y a 10 ans, par exemple. Et donc, en fait, c'est un processus qu'on voit à mettre en place qui est probablement plus long, euh, à court, à moyen terme, voire plus coûteux. C'est une réalité, mais absolument nécessaire si on veut instaurer les impacts de long terme. Donc voilà, ça va passer par le renforcement de capacités, l'accompagnement de la société civile, le développement d'une approche aussi de territoire. La vision systémique va être nécessaire. C'est beaucoup plus fin, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer sur ces enjeux à la fois climatiques et biodiversité. Merci, Guillaume Tauvron. J'aimerais qu'on aille en Tunisie pour entendre, justement, Hakim Ben Armouda. Heu, Monsieur Armouda, je ne sais pas si vous nous entendez. Dites-nous comment, les pays à revenus intermédiaires, hein, comme la Tunisie, peuvent repenser leur modèle de développement dans ce contexte de fragmentation, géopolitique et d'accès limité au financement. On a entendu que les financements étaient, mal coupés dans pas mal de pays. Bon, j'espère que c'est pas le cas de notre liaison, hein. On me dit qu'il est connecté, qu'il nous, j'espère qu'il nous entend. Ah voilà. Alors lui, son micro est coupé. On va essayer de Votre micro est sur mute. Si vous nous entendez, il faudrait le hop. Ah voilà. Là, je Voilà. Au fait, je ne maîtrise pas le son. C'est le technicien de la réunion. Non, je tiens d'abord à vous remercier et puis à féliciter Eliris et Expertise France pour cet excellent rapport qu'on nous a donné l'occasion de lire et d'apprécier la qualité la qualité des analyses et la pertinence des propos. Moi, je voulais faire très rapidement 3 remarques importantes qui me paraissent hem, nécessaires, en ce moment. La première concerne l'importance et la pertinence de ce travail, et de l'idée de défendre l'idée d'une coopération, d'une nouvelle coopération internationale dans un contexte global. Heu, Tous les intervenants avant moi l'avaient souligné, marqué par l'incertitude, heu et surtout une grande fragmentation, pour ne pas dire la montée de la brutalité, de la violence et de la guerre. Et je pense que, comme il a été dit dans les premiers, comment dire? Dans les propos introductifs hem, de Monsieur Pelé et de Pascal Boniface, je crois que c'est la réponse, je dirais la réponse doit être dans une plus grande coopération, dans des tentatives d'essayer de reconstruire les liens qui se sont délités par le passé, et une plus grande coopération et une plus grande entraide et un plus grand. Donc c'est véritablement d'où l'importance, je pense, de ce rapport. Jusqu'à hier, on ne savait pas trop ce qui allait se passer au Moyen-Orient. On ne sait toujours pas, situation d'instabilité qui règne, et pas la seule région, en Afrique également, c'est un peu partout. Je pense que des crises de forts tremblements, politiques et idéologiques sont en train de se mettre en place. Donc, la réponse à ces tremblements et à cette incertitude, à cette fragmentation, c'est bien évidemment, dans une grande coopération, une plus grande coopération au niveau international. Mon deuxième commentaire, il est lié, tout le monde l'avait dit avant moi, je crois qu'on vit un moment charnière de l'histoire du monde. Je vais revenir à votre question, hein, je n'ai pas oublié votre Oui, parce question. que comment on fait avec moins d'argent? C'était ça ma question, mais Oui, oui, je vais revenir à votre question. Heu mais je voulais vraiment mettre l'accent sur, ces petites remarques préliminaires, et je crois que tout le monde, tout à l'heure, Pascal Boniface a insisté sur la fin du monde, unipolaire, et véritablement une alternative, c'est la mul le passage, je le souhaite pacifique et négocié, vers un monde multipolaire où nous avons différentes, régions qui essayent de reconstruire les liens de coopération internationale. Et de ce point de vue, je pense, pour nous, Africains et Arabes, je pense que le rôle de l'Europe est essentiel, il est important. Et ce rôle,
je crois, doit se libérer du prisme de la sécurité et de l'immigration clandestine pour essayer de construire de nouvelles perspectives de coopération régionale, ce que nous ne constatons pas pour le moment. Pour revenir à la question de financement, et je crois que c'est une question qui est très, très importante, particulièrement à la veille de la nouvelle conférence, la 4e grande conférence des Nations Unies sur le financement du développement, qui doit avoir lieu dans quelques jours à Séville. Et de ce point de vue, je crois, la question de la dette et la question de l'ampleur de la dette, qu'il s'agisse pour les pays intermédiaires comme les pays d'Afrique du Nord ou les PMA, les pays les moins avancés, qui véritablement ont subi depuis quelques années des chocs relativement importants. Il y a eu le choc du Covid, il y a eu le choc des chocs internationaux, il y a eu le choc également de la guerre en Ukraine, hein, avec le relèvement des prix des matières premières, particulièrement du pétrole et des céréales. Il y a eu également le choc de l'inflation au niveau international, des taux d'intérêt très élevés pour essayer de la réduire. Donc l'ensemble de ces chocs ont créé une situation financière très très difficile et budgétaire très très difficile dans un grand nombre de pays africains, dans la plupart des pays africains. Moi, je n'arrête pas d'assister. J'ai assisté récemment à la réunion organisée par la BAD et la Commission de l'Union africaine à Lomé sur la question de la dette. Et véritablement, c'est une question essentielle et c'est une question sur laquelle la communauté internationale doit faire des propositions concrètes pour réduire son poids. C'est le seul moyen, je pense, de relancer la croissance, relancer l'investissement dans nos pays, relancer les dépenses sociales et donner un peu plus d'espoir aux populations. Oui, alors on ne sait toujours pas comment on fait mieux avec moi, mais je suis sûr que vous nous direz. Réduire, réduire les remboursements de la dette correspond, répond directement à votre question. Si on réduit aujourd'hui, on a un endettement des services de la dette qui sont entre 20 et 30%. Si on réduit au moins de la moitié le service de la dette que les pays africains doivent payer, c'est 15% de budget, de recettes budgétaires. Ils peuvent les utiliser pour financer les dépenses sociales, pour financer l'investissement et pour financer d'autres types de dépenses. On vous entend, on vous entend. Justement, Elgas, vous avez parlé dans votre propos liminaire justement de finalement ce passif colonial qui pourrait être, qui serait insoldable. En tout cas, il faudra faire avec entre la France, en tout cas l'Occident et les pays africains. Euh, Parlons maintenant des imaginaires, parce qu'à l'origine de beaucoup de choses, il y a des imaginaires et des pratiques à déconstruire. Comment on déconstruit concrètement les imaginaires de domination qui sont encore présents dans les discours, dans certains discours et dans certaines pratiques? On a vu que justement comment Expertise France œuvrait à changer de paradigme et de posture, mais dans la coopération internationale, on ne peut pas dire que ce ne soit pas toujours à l'œuvre. Comment on fait pour déconstruire ces imaginaires-là? Oula, c'est bien ambitieux euh, de donner, de donner des recettes pour essayer de changer la donne. Mais peut-être juste une petite rectification avant de répondre. Je ne dis pas que le passif colonial est insolvable. Je dis qu'il y a une part incompressible. Cette part incompressible, il ne faut pas basculer dans le catastrophisme en pensant qu'il n'y a rien à faire. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de perceptions à changer. Le chantier exige à la fois de la technicité et puis un engagement justement sans faille. Et donc c'est très très important. Il me semble d'ailleurs que c'est la dynamique qui est en train d'être enclenchée par beaucoup d'acteurs justement de cette coopération, leur capacité à se décoloniser, à se réajuster pour justement prendre de nouveaux départs. Alors, peut-être rajouter aussi deux choses sur ces imaginaires et sur ces perceptions. On parle beaucoup de Sud global. On parle beaucoup de Sud global. Nous, ici à l'IRIS, on a fait une revue internationale et stratégique à laquelle j'ai contribué. On a battu en brèche justement ce concept de Sud global. Qu'est-ce qu'on mettrait dans le Sud global? C'est une construction qui de plus en plus semble très post-coloniale entre le eux et le nous, comme si le reste du monde était
justement, dans une frontalité face à l'Occident. Dans le Sud global, il n'y a aucune forme d'homogénéité. Il y a justement des disparités, il y a des désaccords, il y a des oppositions, il y a des conflits. Donc, ce terme c'est presque acheter le kit lexical poutinien de manière générale, d'une volonté impériale, en disant qu'il y a un Occident, mais justement, cet Occident est tellement repu de ses valeurs flétries et de ses valeurs justement dégradées ou décadentes, que nous, on vous propose justement d'être à la tête de la riposte et soyez avec nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus néocolonial? Qu'est-ce qu'il y a de plus dominateur? Ce concept est un concept qui est très, très délicat à manier parce que, d'une certaine manière, il met tous les pays du Sud dans un même bloc, dans un bol commun, comme s'il n'y avait pas une forme d'appétence, de singularité différente dans cet espace. Il y a cette chose qui est importante. Et l'autre chose, c'est que aujourd'hui, notre horizon n'a jamais été aussi universel et les cheminements n'ont jamais été aussi fragmentaires. Et donc, ce paradoxe, quand on le, quand on le met en rapport avec la question justement de ces imaginaires-là, révèle une chose très, très profonde. C'est-à-dire que l'idée qui a vécu pendant très, très longtemps, qui a prospéré d'ailleurs à renfort d'une certaine forme de propagande étatique et justement d'addiction, pour reprendre, pour filer la métaphore de la nicotine de Pascal Boniface tout à l'heure, en fait, c'est l'idée que les pays forts, les pays puissants ont comme mission de sauver, d'aider, justement, de développer les pays pauvres. Cette idée n'est pas une idée farfelue, hein, ce n'est pas une idée qui est une idée récente, c'est une idée qui a été assez structurante et dont la généalogie est très, très, très ancienne, parce qu'elle puise dans même ce qui est le fondement, justement, du paradigme colonial. C'est-à-dire, on extrapole sans doute, le parallèle est trop fort, mais les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Je veux dire, l'idée, en fond, c'est ça. Nous avons le droit, au nom de notre vertu, au nom justement de notre puissance, au nom des valeurs qui sont les nôtres, qui sont occidentales et qu'on désigne universelles, justement, de répandre notre domination et par notre domination, justement, notre influence qui reste et qui survit pendant très très longtemps. Les imaginaires restent marqués par ça. Ils restent marqués par ça et d'où d'ailleurs une méfiance et donc une défiance qui n'a jamais véritablement disparu. Parce que les mouvements souverainistes que l'on voit sur le continent, si on regarde une perspective historique très très courte, on peut avoir l'impression que ça vient de commencer, ça vient de naître. Mais ça a de la beauté, c'est très très ancien. Vous savez, les discours très très radicaux des intellectuels, je sais, je connais votre appétence pour la littérature. Quand vous investissez toute la littérature africaine, et là, cette essence anticoloniale-là, il y a eu des livres très, très forts pour justement appeler à plus de panafricanisme, à plus d'unité et justement à sortir de cette domination occidentale. Et on reste dans ces paradigmes-là. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est suspecté d'être occidental, parfois, est sujet à un rejet potentiel des populations. Et c'est là où on rentre dans un magma, justement, d'amalgame absolu, parce qu'il y a des initiatives parfaitement nobles, parfaitement vertueuses, et on jette le bébé avec l'eau du bain parce qu'on considère que c'est le grand méchant colon, d'une certaine manière, qui, par des réseaux diffus, essaie de parsemer, encore une fois, ses influences. Face à cet état des lieux, justement, de cet imaginaire qui reste marqué par ce sceau colonial, il ne faut naturellement pas jeter les promesses, justement, d'une coopération beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus équilibrée, mais qui doit inclure la nécessité du respect et puis une forme de pratique égalitaire qui ne soit pas uniquement dans le slogan. Et donc, il y a dans beaucoup de sociétés africaines, dans beaucoup d'opinions publiques africaines, l'exigence et la demande d'une égalité réelle, qu'elle ne soit pas une égalité justement prophétique ou paradigmatique ou lexicale, mais véritablement réelle. Et ça, c'est un des enjeux, mais vraiment cruciaux pour la redéfinition des nouveaux termes justement de la coopération, si on reprend justement les grands mots. Déconstruire les imaginaires, comme on l'entend avec Elgas, c'est d'abord déconstruire certains termes. On entend bien. Marie Soulier, vous aussi, pour déconstruire ces imaginaires, c'est
un des axes que porte la diplomatie, féministe. Mais comment on intègre concrètement, alors moi j'aime bien le concret, hein, ces principes-là, dans les politiques de coopération internationale, justement? Oui, merci et je disais, c'est difficile de passer après. Hem, Toujours difficile de passer après, vous verrez, vous serez. non, mais c'est bien de rappeler parce que c'est aussi toutes ces réflexions qui nous traversent, hein, de manière effectivement très imparfaite et je pense que ce terme féminisme ou féministe, il peut être complètement analysé à travers la grille de lecture que vous venez de décrire. Il a pas une volonté à être universel, à être, repris, dupliqué, de la même façon, défini de la même façon. Et d'ailleurs, on travaille avec, beaucoup de pays, de partenaires qui se revendiquent pas féministes parce que c'est un mot qui reste encore difficile, qui a un sens, très connoté dans certains pays, dans certaines sociétés, dans certaines institutions. Mais bref, du coup, pour être très concret, j'ouvre la boîte à outils et donc qu'est-ce qu'on peut faire, pour avoir des pratiques, justement, plus partenariales? C'est rien de très, je dirais original, mais dans la manière dont on le fait. Déjà, dans nos relations, bilatérales avec les États. On parlait justement des relations entre gouvernements. On a développé alors, bien sûr, c'est pas l'apanage des enjeux d'égalité, mais ces dernières années, on a vu que justement à la faveur à la fois des progrès des droits des femmes et à l'autre bout de la progression des mouvements, conservateurs et anti-droit, la volonté de créer des alliances et des accords bilatéraux. Et donc, on a signé avec plusieurs pays, je cite la Colombie, le Chili, mais ça pourrait être beaucoup d'autres, des accords très précis où on se dit, ces deux pays, on veut avancer sur une thématique ensemble, à la fois dans nos pays, mais de porter ensemble cette voix. Et notamment, je fais référence à la Colombie, qui est un pays très progressiste et qui a notamment travaillé sur le droit à l'avortement, qui est un sujet très sensible à l'international, et avec lequel on avance sur un partenariat très opérationnel, sur concrètement comment chacun de nous, on s'engage à faire avancer dans nos pays, mais surtout dans la voix qu'on porte à l'international sur ces sujets et qui nous permet de créer des alliances. Ça, c'est le volet bilatéral. Ensuite, il y a évidemment le volet multilatéral. Donc tout ce qui est, les négociations, les instances onusiennes, européennes, les G7, les G20, où on a aussi travaillé, à faire émerger ce sujet et à faire en sorte que, le sujet, du genre soit une priorité et à créer aussi des nouvelles alliances dans un contexte où aujourd'hui, très clairement, ce sujet est menacé. Donc là, je dirais que c'est des enceintes, un petit peu traditionnelles qui peuvent être questionnées, hein, encore une fois, à l'aune de la grille de lecture précédente qui viennent d'être présentées. En revanche, il y a la volonté de plus en plus affirmée pour un groupe de pays de maintenir ses droits dans ces enceintes et donc de créer des alliances à un moment où ils sont de plus en plus menacés. Et puis, il y a aussi l'idée de créer ce qu'on dit un nouveau multilatéralisme parce que, et c'est l'objet de cette discussion, le multilatéralisme, il s'est de plus en plus développé aussi en dehors des structures connues de l'après-guerre, donc en dehors des Nations Unies, en dehors de l'Union européenne, des G7, des G20. Il se développe aussi de plus en plus avec des coalitions pluriacteurs ad hoc sur une thématique en particulier, à un moment particulier, sur une géographie. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça travaille le renouveau dont on parle aujourd'hui. Et alors, c'est applicable à l'égalité de genre et aux droits des femmes, mais pas que. Je pense qu'on pourrait évidemment citer tous les sujets du développement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est aussi de se dire que, comment on fait pour, aller chercher de nouveaux espaces et aussi de travailler, avec les enjeux contemporains. Aujourd'hui, on a les enjeux climatiques et comment aussi, le genre et l'égalité de genre est au cœur de ces problématiques et comment on les adresse et donc créer encore une fois, des nouveaux partenariats et des nouvelles alliances qui n'étaient pas forcément connus avec ces acteurs-là et de rassembler de manière plus large. On n'a pas toujours le même socle commun, de je dirais d'accord, mais on y arrive, plus dire le moins qu'on puisse dire sur le genre, sur le genre et climat, enfin sur tout ce sujet, mais on arrive à progresser comme ça et je pense que c'est aussi, source d'inspiration et je voulais illustrer ça avec notamment l'espace du numérique. Je pense que c'est présent dans ce rapport. C'est un espace, je dirais multilatéral, international, transnational, nouveau, où justement il y a une volonté,
peut-être de faire différemment et de ne pas reproduire certains schémas et où, là encore, sur les sujets, qu'on traite, on se rend compte que si on n'est pas vigilant, les mécanismes encore de domination, les mécanismes de violation des droits des femmes peuvent se reproduire et je pourrais étendre, ça. Et pardon, juste je finis par un exemple clé, je l'ai évoqué dans la première partie et ça rejoint aussi, ce que disait Guillaume dans sa précédente dans son propos, c'est que, effectivement, hein, c'est un peu le slogan connu, mais à plusieurs, on avance, moins vite, mais on va plus loin. Dans cette construction, de ce fonds, de soutien aux organisations féministes qu'on a créé il y a 5 ans, je me souviens très bien, il y avait vraiment, le souhait de faire différemment. Il n'est pas parfait, il n'est pas parfait. Les organisations féministes ne sont pas un groupe homogène, les organisations de défense des droits des femmes, mais ce qui a prévalu dans la construction de ce fonds, c'est on veut le faire basé sur les besoins et pas sur ce que nous, on pense être les besoins. 2, pour cela, on écoute les principales concernées et on les écoute largement et pas seulement l'écosystème français, mais on fait appel aux organisations qui sont dans tous les pays partenaires pour faire remonter leurs besoins. On travaille avec des organisations qui parfois sont très petites et qui souvent sont éloignées des financements. On travaille des canaux de financement qui s'adaptent et non l'inverse aux organisations des plus petites et aux plus conséquentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur enfin, je dirais, c'est un peu l'exemple illustratif de comment on peut faire différemment. Encore une fois, il n'est pas parfait, mais on a réussi avec 1400 organisations dans 75 pays à faire différemment, à co-construire et à co-construire un cadre logique ensemble. Alors, je sais que ça parle aux étudiants. On était beaucoup, hein, mais ça marche en fait. Ça marche. Bah, tant mieux et heureusement. Guillaume Tevreau, le climat, quel rôle justement, peuvent jouer les ONG comme la vôtre, hein, Planète Urgence et les acteurs locaux dans l'élaboration de solutions globales, heu, à travers le particulier, hein, à ce que vous faites, à la crise environnementale? Comment on fait? Alors, c'est vrai que je pensais vous parler de forêt et finalement, on parle de postcolonialisme et d'imaginaire de domination Ça marche aussi et sur le climat, hein, tu sais. en fait, exactement. C'est-à-dire que je me rends compte vraiment, enfin, je me rends compte pas parce que c'est finalement une préoccupation quotidienne chez nous, mais en fait, c'est ce qu'on vit au quotidien chez Planète Urgence, quand on travaille sur des terrains d'intervention. En fait, on va être confronté à des communautés qui ont vu passer des ONG, des organisations internationales qui ont, imposé une solution, pas forcément une vision, sans consultation, sans compréhension, sans co-construction. Et ça, croyez-moi, enfin, ça alimente réellement ce sentiment dont vous parliez et je pense que c'est vraiment une réalité et donc en fait, ce changement de paradigme qu'on pourrait, mettre en place, c'est justement cette question de posture. Je pense que c'était très juste. Cette question d'humilité, en fait, d'accepter que, hem, c'est pas forcément, nous qui avons la solution et donc pour moi, un des premiers rôles qu'on devrait avoir, c'est justement, être catalyseur de solutions innovantes, permettre le passage à l'échelle et en fait, ça a une réalité très concrète sur le terrain. Ça veut dire, en fait, co-construire avec des acteurs qui sont déjà sur place et on s'en rend pas forcément compte. Il y a tout un monde d'organisations de la société civile très locales, souvent de petite échelle, mais qui agissent déjà, en fait, sur nos thématiques. La restauration des forêts mondiales, ça paraît, quelque chose de très grand, mais en fait, c'est une multitude d'acteurs qui sont experts, en fait, de leur métier, qui agissent déjà avec rien, avec très peu de moyens et donc en fait, nous, notre rôle, ça va être de permettre un passage à l'échelle, de les renforcer, renforcer leurs capacités, pas sur, leur technique, mais plutôt, en gestion financière, en gestion budgétaire, comment créer un cadre logique justement, hem et de, compléter leurs expertises, par exemple, si on va, La biodiversité et tout. exactement, voilà, je crois. Sûr. Si on va travailler avec une ONG qui va être expert de la restauration des mangroves, par exemple, mais pas forcément sur la structuration de filières, agroécologiques, aquacoles, en, sensibilisation à l'environnement et ben, en fait, nous, on va, compléter les expertises, mais surtout pas, se substituer à ce qu'elle fait déjà très bien. Donc ça, c'est un premier point. Être catalyseur finalement
de quelque chose qui va passer à l'échelle. Le deuxième point, pour moi, il est financier. C'est-à-dire que le rôle qu'une ONG comme Planète Urgence peut avoir, ça va être justement de créer des modèles, être finalement une courroie de transmission entre, alors peut-être que c'est pas la bonne formulation, mais entre les finances et le financement du Nord global vers le Sud global. Hem et ça, ces ONG locales n'ont pas la possibilité, pour le coup. Et ça, c'est une réalité. Et donc on va, pouvoir travailler sur des, outils de financement innovants au service du climat, de la biodiversité. Vous avez parlé de crédit carbone, on va aussi parler de philanthropie climatique, un outil qu'on développe pour essayer de massifier les financements pour le climat, en fléchant l'essentiel des fonds vers les communautés locales et donc sur l'impact terrain. Donc c'est aussi une réflexion qu'on va avoir, nous, ONG, internationales, de dire: «OK, comment est-ce qu'on peut maximiser l'efficience des financements du Nord?» Du Nord. Merci, pour ça, Guillaume Devron. J'aimerais qu'on entende, Hakim Ben Armouda depuis, la Tunisie, sur la souveraineté économique. Comment promouvoir une plus grande souveraineté économique dans les pays du Sud? Alors je ne dirais pas Sud global, voilà, sans tomber dans l'isolement ou le rejet des dynamiques multilatérales. C'est bon, vous Oui, m'entendez? oui, là on vous entend. Bon, j'ai le feu vert. Moi j'assume, hein, je dirais Sud global. Je sais pas, c'est pas le moment d'ouvrir un débat avec, notre ami et collègue, mais en tout cas, je pense que tous les points sur lesquels il s'est arrêté sont pertinents, mais l'absence d'une unité, le Sud global d'aujourd'hui n'est pas le mouvement des non-alignés des années 50 et jusqu'aux années 70, mais en tout cas, il y a une volonté, je pense, avec des stratégies diverses. Le multi-alignement aujourd'hui est une caractéristique essentielle des pays du Sud global, mais je crois que c'est pas le propre de cette table ronde que d'ouvrir ce débat, mais on peut ouvrir un débat sur le Sud global, sur ce qu'il représente, mais sans comment dire, sans de faux espoirs, hein, sur ce que représente cette communauté. Mais au-delà des divergences, au-delà des différences, il y a quand même une volonté de réformer, comment dire, l'ordre international, de penser à un monde un peu plus multipolaire, qui soit représentatif, je pense, de la réalité économique et politique d'aujourd'hui, et sortir d'un monde et d'institutions, au fait, qui sont héritiers de l'ordre et des rapports de force hérités de la Seconde Guerre mondiale. Mais en tout cas, c'est pas le moment, je crois, de répondre, d'ouvrir ce débat. Et on peut même, avec l'IRIS et d'autres, avoir une séance sur ces questions. En tout Vous cas, l'avez quand même ouvert. oui, oui, mais je le ferai Sur la d'autant plus souveraineté volontiers sur la que souveraineté économique. mon prochain livre est sur mon prochain essai, il est sur le Sud global. D'accord. Donc on comprend mieux. Vous ferez, ça, vous parlerez aussi parce que le livre, d'Elgas justement sur les bons ressentiments, il y est question, justement de questionner, tout ça et de notre, Absolument, non, non, je par crois, rapport à ça. je crois que c'est une question c'est une question qui est très importante et, et je pense que les questions que notre collègue Gassama Al-Hadji a évoquées sont pertinentes et sont nécessaires et elles méritent, je pense, un échange sur cette thématique Je vais avec des points organiser de ça. vue un petit Comptez sur peu. moi. Bon, bah, c'est parfait. On prend rendez-vous alors. Comptez sur moi. Par contre, vous n'avez On pas prend répondu sur rendez-vous. la souveraineté économique. Oui, Comment on non, fait non, pour revenir sur la question sans de la être isolé? souveraineté. Ouais, ouais. Non, pour revenir sur la question de la souveraineté et moi je pense qu'il faut, hem, c'est-à-dire les crises de la globalisation et les difficultés qu'ont rencontré, beaucoup de pays, sur l'effondrement, la remise en cause de la globalisation. La crise du covid a été un élément essentiel, dans cette remise en cause dans ce débat sur la globalisation, dans la mesure où elle a montré la fragilité au fait des chaînes de valeur. Je parle en économiste, et la fragilité des chaînes de valeur avec les épisodes de confinement. Certaines industries ou certaines activités industrielles, notamment l'industrie automobile, jusqu'à présent, ont du mal à reprendre, je dirais, à reconstruire, à remettre en place
leur chaîne de valeur. Donc, il y avait cette, cette interrogation, cette grande interrogation sur la globalisation, sur l'avenir de la globalisation, qui a suscité d'ailleurs beaucoup de débats. Et toute la question, c'est de savoir, comment dire, entre deux modèles, le modèle de l'État-nation, le modèle d'un État-nation dans lequel il y a une souveraineté économique, ou un modèle de globalisation d'un État global. Et je crois que les deux modèles en question ne correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui. Moi, j'avais un petit peu essayé de développer une nouvelle notion, et j'avais parlé de plus en plus de ce que j'ai appelé une souveraineté ouverte, c'est-à-dire une souveraineté où on cherche à maîtriser, euh, pas de manière totale, un certain nombre de secteurs, et on laisse la porte ouverte, je dirais, aux échanges et la coopération internationale. Je prends, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels on peut débattre de cette idée, et on peut voir l'importance d'une certaine maîtrise, comment dire, y compris pour des pays développés, hein, c'est-à-dire le cas de l'industrie pharmaceutique au moment du Covid en France, sur la disponibilité d'un certain nombre, notamment les masques, etc., a posé de gros problèmes, je pense, et de grandes questions sur les choix, les nouveaux choix en matière de souveraineté et de sécurité, d'assurer un minimum de sécurité économique. Il y a un exemple pour nous, pays en développement, pays africains, c'est celui de la question agricole. C'est véritablement un cas assez significatif, comment dire, de l'importance de la souveraineté, l'importance de la, au moment où les pays développés ont développé, particulièrement en Europe ou même aux États-Unis, et une grande partie des pays développés ont véritablement développé des stratégies fortes à coup d'investissements importants en matière pour assurer leur sécurité alimentaire, et particulièrement les produits de base. Leurs produits de base en Europe, c'est le lait, l'huile, les céréales et la viande. Dans d'autres régions, c'est d'autres produits. Mais au même moment, je crois que on a essayé de convaincre les pays développés, les pays en développement, pardon, et particulièrement nous, les pays africains, de se spécialiser sur d'autres produits pour les exporter. Et c'est comme ça qu'on sait qu'un grand nombre de pays africains se sont spécialisés dans la production de cerises, de fraises, de tomates, et de les exporter et d'avoir donc un déficit énorme sur les produits stratégiques, les produits de céréales, la viande, etc., et de dégager des excédents sur d'autres produits qui ne font pas partie de leurs premières nécessités. Donc, je crois que ce qui se passe, ou les transformations que nous connaissons aujourd'hui, nous amènent à réviser nos choix de développement, non pas pour nous enfermer dans comment dire, dans une souveraineté fermée, pour revenir au modèle de l'État-nation des années 50 et des années 60, mais en tout cas pour considérer qu'il y a véritablement besoin, sur un certain nombre de secteurs, médical, agricole et bien d'autres secteurs, de donner une priorité et d'essayer, en tout cas, non pas de produire toute la chaîne, hein, il ne faut pas non plus, on ne développe pas une chaîne de production ou une On vous activité entend. économique de cette manière. Donc voilà, D'accord. très rapidement, Oui. oui, une souveraineté, mais il faut qu'elle soit ouverte. Pour réduire l'influence des chocs globaux, des chocs internationaux, et garantir une certaine sécurité pour l'alimentation, pour les produits pharmaceutiques et bien d'autres choses. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions dans la salle. Ah, très bien. Déjà une question. Allez-y. Ah, c'est bien. Alors, ça vous embête pas, hein, on a entendu 2 hommes tout à l'heure, on va entendre 2 femmes, hein. Il y a Marie Soulier qui veille à ce qu'il y ait égalité de genre. Ah bah, c'est le moment ou jamais de passer à la pratique là, hein? Merci beaucoup, enchantée. Donc Anaëlle Vergonjane, je suis chercheuse en sciences politiques, à Sciences Po, et membre du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Et donc j'étais vraiment très intéressée. Je vous remercie pour ces échanges, sur un peu, voilà, la façon pratique dont on va repenser le multilatéralisme. Une chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est cette histoire de déconstruire les imaginaires de la domination que vous mentionniez, de changer de posture, comme vous l'avez mentionné. Et j'ai dans mes travaux proposé donc justement d'utiliser les outils de la pensée féministe, et donc de transversaliser cette diplomatie féministe au-delà des femmes et du genre,
à l'ensemble des questions de la politique étrangère pour repenser les rapports de pouvoir dans la coopération internationale et évidemment essayer de, voilà, de s'affranchir des anciennes dominations pour rétablir un lien peut-être plus horizontal, en tout cas nouveau, pour le rénover. La question que j'ai aujourd'hui pour vous tous, mais en particulier pour Jérémy Pellet puis Marie Soulier, qui sont acteurs publics, enfin représentants des acteurs publics, c'est est-ce que un tel point de vue est aujourd'hui portable. Puisque ça implique non seulement de tenir compte des intérêts de tous, mais aussi de mettre de côté, au moins partiellement, ses propres intérêts, le temps d'écouter, ceux des autres. Et donc je me demandais s'il y avait un espace pour, ces réflexions politiques, dans la coopération technique aujourd'hui et donc Ah bah, s'adresse également à vous. je pense que Marie Soulier en a parlé, justement. Oui. Alors? Merci pour, la question. Bah, oui, des espaces pour penser, repenser, si c'est bien ça la question, oui, il en existe et c'est vrai que Est-ce que vous êtes audible surtout? aud Je pense que c'est ça. audible, Est-ce que vous êtes audible? dans quelle enceinte? Oui, justement. Ah, c'est à vous de nous dire. Ouais. Ouais, alors déjà pour être audible, il faut être assez exemplaire. Donc on marche par phase et donc 2 choses dans l'exemplarité. Comme je l'ai dit, l'exemplarité dans la méthode. Donc on peut pas, parler de diplomatie féministe et nous-mêmes ne pas être exemplaires dans la méthode dont on a construit notre stratégie de diplomatie féministe. Donc je fais juste une parenthèse. Elle est sortie, là le 8 mars dernier. C'est 2 ans de travaux, 200 acteurs consultés, des centaines d'organisations, de la société civile, de tous les enfin, de beaucoup de pays qui ont été, consultés, les organisations internationales, la recherche, les gouvernements, les organisations internationales. Ça a été un travail de traitement, de groupes de réflexion très fort. Donc les espaces, il en existe et il faut alors les espaces, il en existe et 2 parfois, il faut les créer ou en tout cas, il faut assumer de faire différemment et de co-construire. Donc ça, pour moi, c'était déjà, un premier sujet d'être exemplaire dans la démarche quand on traite du sujet. La deuxième chose, c'est être, de plus en plus exemplaire aussi en interne et donc je parle pour le ministère, mais je sais que c'est aussi, ce dont on travaille avec l'ensemble du réseau, diplomatie et les opérateurs avec lesquels on travaille. C'est vraiment, nous, de s'astreindre aussi à faire mieux en termes de parité, à en faire mieux en termes de représentation, de lutte contre, les violences, y compris au sein de nos structures, dans les programmes qu'on développe et par exemple, des espaces en interne aussi qui ont été développés, c'est le fait qu'on a des, référents, égalité dans l'ensemble des ambassades, dans l'ensemble des chez les opérateurs et dans l'ensemble des directions et encore une fois, pas seulement pour parler, de genre, entre guillemets «entre nous», mais d'intégrer ce sujet, de faire en sorte, comme je dis souvent, de porter les lunettes genre pour regarder notre action et ça passe aussi beaucoup par de la formation. C'est-à-dire qu'on c'est former aussi, l'ensemble des agents, en l'occurrence, du ministère et des opérateurs, à penser différemment, à avoir cette approche, différente. Heu et puis aussi nos négociateurs, qui, dans les enceintes multilatérales notamment, sont de plus en plus pris à partie sur les sujets de genre, qui s'invitent en fait, dans des instances, dans lesquelles, c'est pas du tout l'objet principal, de discussion et qui les amènent aussi à revenir vers nous et à nous dire: «Ah, bah, en fait, là, on a un sujet parce que la négociation est bloquée parce que ce sujet s'est invité et comment on fait?» Et donc là, ça ouvre des espaces comme vous dites et ça nous rend audibles parce que en fait, il faut comprendre le concept, comprendre les forces en puissance pour pouvoir, en présence, pour pouvoir, l'intégrer dans d'autres discussions et transversaliser, ce sujet. Donc sur l'interne, après audible, ça dépend des instances. Je ne vais pas vous cacher que les temps sont durs et que les mouvements, réactionnaires, conservateurs sont très puissants et attaquent sur tous les fronts. Mais, justement face à ces attaques, il faut être d'autant plus organisé, exemplaire, formé, informé pour pouvoir créer des lignes différentes et de fracture. Restons groupés, hein, la lutte continue. J'ai une question pour Elgas qui est arrivée en ligne, je vous la livre, hein, telle quelle. Quel mécanisme, au pluriel, hein, et quel partenariat, pourrait garantir une coopération internationale réellement équilibrée entre États, organisations internationales et acteurs non étatiques dans un contexte où le multilatéralisme traditionnel est remis en cause?
Voilà, et vous avez pas 2 heures non plus. Oui, alors j'accepte l'offre de débat sur le Sud global. Oui. Et d'ailleurs, je vous invite à lire justement la revue internationale et stratégique qui l'a beaucoup mentionné. Et je pense que les avis différents renseignent justement de la grande richesse justement des questionnements. Je me permets, juste avant de répondre à la question, sur le passif vert, si je puis dire, de vous suggérer le livre de Guillaume Blanc qui s'appelle Le colonialisme vert et donc qui peut potentiellement condamner ou en tout cas freiner justement énormément d'actions et par ailleurs parfaitement vertueuses justement pour la préservation des environnements. Alors, j'aime l'une des conditions justement pour cette multilatéralité et justement, euh, c'est d'intégrer dans l'équation un absent de taille dans toutes nos discussions depuis le début. Ce sont les pays, justement, du Sud et les pays africains. Parce qu'une coopération, ça se fait à deux. Si on est dans le surinvestissement ici, on contribue à la symétrie. Et donc, il faut des États légitimes, des États forts, construits, avec une véritable expertise, avec une ingénierie politique, justement pour donner l'échange, pour donner à la coopération toute sa dimension et toute sa noblesse. Et là, aujourd'hui, si je prends l'exemple d'une zone du continent que je connais plutôt bien, l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il est très, très compliqué d'envisager une coopération d'égal à égal, une coopération vertueuse, une coopération concertée avec justement des États qui ne sont pas toujours légitimes, des États qui sont partiellement faillis, des États qui ne respectent aucun des principes fondateurs justement pour une gouvernance justement de qualité. Et donc, on se retrouve dans cette problématique très, très compliquée et, comme je le disais tout à l'heure, qui semble parfois tout à fait inextricable. Ça, c'est une condition. L'autre condition, c'est que je pense que Jérémy Pellier l'a dit tout à l'heure, c'est que est-ce qu'on fait de l'aide? Le président de l'AFD, il le rappelle d'ailleurs très, très souvent, l'AFD ne fait pas de l'aide. Je veux dire, l'AFD est une banque. L'AFD est une banque, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord une banque. Il ne faut pas donner l'impression que on vient dans une dynamique humanitaire quasiment, essayer de soulager la pauvreté uniquement. Il y a des coopérations techniques et justement ces coopérations techniques demandent la même technicité en face d'une certaine manière pour co-construire justement les nouveaux récits et les nouveaux partenariats. Ça, c'est une condition qui est une condition importante. Et puis le reste, on l'a dit, il ne faut pas se substituer aux États. Naturellement, nous, les chercheurs, on aide peut-être parfois à ajuster le diagnostic, à avoir un côté un peu poil à gratter pour les décideurs, mais la décision, ultimement, leur revient. On ne va pas se substituer justement à ce travail. On n'a ni la légitimité, ni le savoir-faire technique ou opérationnel pour aller sur le terrain. Et donc, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, je pense que cette question du terrain est importante. Et je me permets, pour clore mon intervention, de vous suggérer aussi un autre livre. J'en abuse à chaque fois, mais c'est un livre de Jean-Pierre-Olivier Sardan qui s'appelle La revanche des contextes, qui est un livre formidable sur comment énormément de politiques concoctées à l'extérieur du continent achoppent face au réel dont on parlait tout à l'heure. Et c'est une problématique fondamentale. Et là, il ne faut pas être défaitiste, catastrophiste, parce que la politique, parfois française, elle est incarnée par trois termes très paradoxaux et contradictoires. C'est-à-dire une certaine forme d'arrogance, voilà, qui ne disparaît pas toujours, mais dans le même temps, au dolorisme, en disant oui, mais on ne sert à rien, est-ce que c'est bien ce que l'on fait? Et donc, justement, il faut essayer de trouver le bon équilibre interne pour que l'équilibre puisse être justement bipartite, si on peut dire. Une question. Alors, je vous écoute. Alors, c'est encore, pour sur la diplomatie féministe, désolée, mais c'est vrai que c'est tellement rare que j'ai envie d'en parler et justement, c'était un peu le sens de ma question. Pourquoi la diplomatie féministe de la France est si discrète? Et c'est pas du tout une critique, c'est Constat, vous oui, parce constatez. que l'image
projetée par la France, c'est une image. Bon, déjà, on n'a plus trop de visibilité dans la politique étrangère, ça, c'est un autre sujet, mais peut-être que vous en pâtissez aussi. Mais l'image qu'on projette est très, très masculine. Pas seulement par les têtes d'affiche qui sont toujours des hommes, mais aussi par la façon, par la méthode, par ce qu'on dit, par le contenu et cetera. Moi, j'ai eu beaucoup de postes à l'étranger dans la diplomatie, dans les Nations unies et cetera. J'ai fréquenté beaucoup d'ambassadeurs de France. Je n'ai jamais entendu parler de la diplomatie féministe. Donc, c'est pas une critique, mais c'est plutôt pour vous demander comment on peut vous aider, comment des femmes comme moi, comme d'autres, on peut, venir peut-être vous donner des témoignages ou utiliser notre réseau. Vous avez parlé d'ONG, c'est très important. Peut-être qu'on peut aussi vous en conseiller d'autres. Voilà, c'était plus pour vous dire, oui, enfin, je suis contente que vous soyez là et que Expertise France et l'IRIS vous aient invité. C'est tellement rare. Et voilà, on a envie de vous soutenir. Donc, c'était plus pour vous dire, et Je suis vraiment d'accord. Est-ce qu'on peut applaudir la dame? Parce que peut-être on peut se parler après. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais un mot rapide là-dessus, justement, on va clore le débat. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que c'est aussi discret? C'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, on le déplore évidemment, puisqu'on est une diplomatie féministe depuis 19 et finalement, est-ce on fait beaucoup. Alors après, dans des enceintes, variées, je pense qu'il y a aussi un sujet de quelle est, la répercussion ou la visibilité de nos actions à l'international, à l'échelle, nationale. Donc ça, je pense que c'est aussi les canaux de communication et de visibilité de l'action internationale, pas que sur les sujets de genre, mais aussi sur ces sujets, à l'échelle nationale qui parfois sont manquants ou pas assez vulgarisés. Je dirais on a progressé, on a beaucoup progressé ces 10 dernières années. Ça fait de longues années qu'on travaille sur ces sujets, donc j'espère qu'on va être de plus en plus visible. On a quand même organisé, en 2020 le Forum Génération Égalité, qui a été un des plus grands rassemblements, mondial sur les droits des femmes après, le programme d'action de Pékin dont on fête aujourd'hui, les 30 ans, qui a rassemblé le secrétaire général des Nations unies, a fait le déplacement, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement. Donc ça, c'est des moments très, très médiatiques et j'en profite sur la visibilité. Après, on pourra en discuter. On va accueillir aussi, en octobre prochain, la conférence des diplomaties féministes. Donc on espère qu'il y aura aussi un écho national et bien sûr, tous les soutiens, qu'ils soient, organisations de la société civile ou, dans les différentes enceintes sont bienvenus. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez que progresser. Donc, voilà, donc charge à vous aussi de porter le message. Bon, malheureusement, cette conversation touche à sa fin. Merci infiniment. Merci à tous les trois et tous les quatre, au public. Je retiens que pour une coopération équilibrée, c'est pas simplement un slogan, mais qu'il faut repenser nos pratiques, nos imaginaires et nos partenariats. Merci à Elgas, merci à Marie Soulier, Guillaume Tovron et évidemment à Hakim Ben Armouda qui était en connexion depuis la Tunisie, depuis Tunis. Merci beaucoup. Merci.